Alors le cycle du désir, c'est une sorte de batterie qui se recharge, mais qui se vide aussi parfois. Et puis c'est une batterie aussi qu'on recharge à des vitesses différentes entre les hommes et les femmes. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Alors le mardi, c'est pour votre santé sexuelle. Un petit aparté aux oreilles sensibles. Vous nous écoutez pendant l'heure du déjeuner, donc éloignez-vous si vous êtes sensible. Nadia El-Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Éloignez-vous ou rapprochez-vous. Oui, non, on ne mord pas. J'ai dit aux oreilles sensibles, oui. Parce que ah là là, on me dit oui, mais t'as pas honte de faire des émissions qui parlent de sexualité à l'heure du déjeuner. Eh oui, les gardiens du temple. Ah, parce qu'il y a une heure précise pour parler de sexualité. Bon, ok. Ou pour en faire. Voilà. Ou pour en faire. Oh là là, non. Oh là là. Excusez-moi, bon, alors je vous laisse, tous les deux. je vous laisse. Non, vous avez. Donc j'ai dit, vous avez raison de mettre des warnings pour ceux qui sont sensibles. Je mets des warnings et vous n'êtes pas obligé d'écouter cette émission en famille. Évidemment. C'est ce que je réponds toujours parce qu'on me dit oui, mais tu comprends, on est en famille à l'heure du déjeuner. Bah oui, alors vous n'êtes pas obligé d'écouter l'émission en famille. Il y a des podcasts pour ça. Et vous avez la vidéo YouTube. Je m'en cite pour toutes ces vidéos de poils que vous m'envoyez, Nadia, ça me fait très plaisir. De barbier. Ah. Mais de quoi vous parlez, Philippe? C'est une plaisanterie de barbu, c'est oui, pour ça. Ça doit être ça. Non. On a la barbe tous les deux et voilà. Il y a une émission qu'on doit faire sur le poil qui a été reportée. Ah d'accord. Ouais. Alors il est en train de parler, nous recevons. Voilà, c'est ça, exactement. Notre invité est le docteur Damien Mascret. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes sexologue et journaliste. Votre visage est familier des téléspectateurs des journaux du service public. Depuis plus de 20 ans, vous aidez des couples à retrouver le chemin du bonheur sexuel et vous publiez le cycle du désir, 7 clés pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. À noter que vous faites partie de la team qui a écrit le premier livre sur le clitoris avant que ça ne devienne un sujet à la mode. Alors là, voilà, il faut le dire. La révolution du clitoris avec Maya Mazorette. C'est vrai. On avait commencé à l'écrire en 2001 et il est paru en 2006 pour la première édition. C'est bien parce qu'après... Des pionniers et pionnières. Des pionniers parce qu'aujourd'hui ça a suivi. Après c'est devenu un sujet beaucoup plus à la mode et beaucoup plus abordé. En fait. Oui, très emblématique de la sexualité féminine, donc ça s'explique. Alors on va parler de notre énergie érotique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous définissez comme le cycle du désir? Alors le cycle du désir, moi je prends souvent la métaphore, j'aime beaucoup les métaphores, et en sexologie on en trouve facilement, de la métaphore de la batterie. C'est une sorte de batterie qui se recharge, mais qui se vide aussi parfois, et puis c'est une batterie aussi qu'on recharge à des vitesses différentes entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les hommes, ou les femmes et les femmes, peu importe. En tout cas, les deux partenaires ne rechargent pas forcément cette batterie à la même vitesse, et comme c'est seulement quand elle atteint un certain seuil qu'on éprouve cette envie de sexualité, eh bien ça explique que dans les couples, parfois, il y a un décalage, et il faut aussi que les couples apprennent à gérer leur décalage. Vous dites que c'est à la fois une batterie et une boussole également. Oui, alors c'est vrai aussi. De couple. Exactement, c'est vrai que c'est. Vous avez raison, on prend plein de métaphores parce qu'être une boussole et une batterie, ça paraît compliqué. On va dire que c'est une voiture, on pourrait dire. Il y a plein de capteurs, plein d'indicateurs. Et c'est vrai qu'il faut savoir dans quelle direction on veut aller. On a envie d'aller soi-même. Mais comme effectivement c'est une activité, en tout cas quand on la fait en duo ou plus, mais qui implique de se mettre un petit peu d'accord quand même, et même beaucoup, puisque maintenant on est à l'ère du consentement, et c'est tant mieux, ça veut dire que le consentement doit être libre, renouvelé, enthousiaste, bref, qu'il faut être d'accord, eh bien il faut bien en parler, il faut être capable de communiquer sur la sexualité, sur ce qu'on a envie de faire, éventuellement de tester, éventuellement de découvrir ce qu'on ne veut pas faire, donc connaître aussi ses limites et les partager avec l'autre. Ça, c'est pas toujours facile. Et donc, ceci est valable pour les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, si on fait un petit rappel historique, donc, au 19e siècle, c'est Michel Boson qui le rappelle, qui est sociologue, l'absence de désir ou le manque de désir était considéré comme une vertu chez les femmes, alors que maintenant, au 21e siècle, c'est quelque chose justement qui est considéré comme un trouble et qu'on essaie justement à laquelle on essaie de remédier. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas dans l'histoire. On pense que finalement c'est une fonction naturelle, et en fait loin d'être simplement une fonction naturelle. Ce qui est naturel, c'est la reproduction, mais le reste, c'est quand même notre cerveau qui a rajouté des tas de choses autour de la sexualité, y compris d'ailleurs l'érotisme, y compris le côté sacré pour certains, pas tout le monde, le côté là aussi très genré qui fait qu'on a imposé certains
presque dictate d'ailleurs aux femmes et aux hommes qui étaient complètement différents. Pour les hommes, on a imposé le diktat de l'érection qui est symbole de virilité, et pour les femmes, on a imposé le diktat de parfois un petit peu de suivre finalement le partenaire qui a imposé le rythme. Et je parle des couples effectivement hétéros. Et ça, c'est très sociologiquement instruit. De même qu'on peut avoir une vision très médicale de la sexualité, comme parfois une vision plus religieuse. À une certaine époque, par exemple, les religieux considéraient qu'il fallait absolument, par exemple, que la femme soit satisfaite pour qu'elle ait un orgasme, et que c'est ça qui permettait la reproduction, la fertilité. Que s'il n'y avait pas d'orgasme, il n'y aurait pas de fertilité. Donc, on voit bien que tout le monde a mis son grain de sel dans la sexualité, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le mood à chacun de trouver sa sexualité. Mais évidemment, c'est pas si simple, c'est parfois un leurre, parce qu'on baigne dans un milieu socio-culturel qui nous impose des tas de choses, sans qu'on s'en rende compte. Et d'ailleurs, à ce titre, vous soulignez quelque chose de très important. Vous dites que, vous le dites à votre manière, que le cerveau est à la fois une clé dans ce cycle du désir, mais il peut être également un frein. Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je prenais l'image de la batterie. Vous allez dire, je pense qu'aux voitures. Alors en plus, ça m'intéresse pas spécialement les voitures, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui freinent et des choses qui accélèrent, au contraire, la recharge de cette batterie. Alors, c'est plutôt des images, des modélisations qu'avaient pris d'ailleurs des sexologues femmes, en l'occurrence, qui avaient parlé de cette idée, effectivement, qu'il y a des accélérateurs de ce cycle du désir et des freins. Et qu'il faut évidemment lever les freins, parce que sinon, c'est difficile de fonctionner. C'est pas très joli, mais en tout cas, d'avoir une sexualité épanouie. Et à l'inverse, il faut savoir comment et quand utiliser des accélérateurs. Donc il y a vraiment cette idée qu'on a un rôle actif à jouer, très souvent sans s'en rendre compte. Et je prends juste un exemple, quand on est au début d'une relation avec quelqu'un, quel que soit son âge, en fait, on a l'impression que le désir sexuel est spontané, qu'il apparaît très naturellement. C'est vrai d'une certaine façon, mais c'est faux d'une autre. En réalité, on n'arrête pas de penser à son partenaire. Et c'est des pensées qui sont positives, des pensées souvent érotiques. On se rappelle d'ailleurs du bon moment qu'on a passé ensemble, du prochain moment qu'on passera ensemble. Bref, on bombarde finalement notre cerveau de pensées positives vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire, alors qu'on s'est aperçu qu'après un certain nombre d'années de vie de couple, qui peut varier selon les couples, on peut avoir tendance à penser à l'autre simplement de façon fonctionnelle ou neutre, dans le meilleur des cas, simplement n'oublie pas de prendre du pain, n'oublie pas de faire ceci, de prendre les enfants, et voire négative, avec les reproches ou ce qu'on n'a pas aimé, etc. Donc finalement, notre cerveau ne baigne plus dans la même chimie favorable, il baigne dans une chimie défavorable, et ça, bien évidemment, c'est des freins du désir. Mais pas que, parce qu'on peut être depuis longtemps avec la même partenaire et se dire que c'est de mieux en mieux tous les jours aussi. Oui, et c'est vrai que... Ça peut, et ça on ne dit pas, parce que souvent, c'est parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble qu'on sait ce qui est bien. Vous avez raison, il y a maintenant d'ailleurs des sexologues qui se penchent sur ces couples, parfois qu'on appelle des couples magnifiques, dans lesquels le désir est renouvelé, et qui se sont intéressés, alors les sexologues sont souvent intéressés à ce qui n'allait pas dans la sexualité, mais maintenant on s'est dit, mais c'est peut-être aussi intéressant de regarder ce qui va bien, parce que ce que font les couples chez qui ça va bien, c'est peut-être parce que spontanément ils adoptent justement des stratégies, des comportements, et pas certains, qui font que ça nourrit leur excitation et leur désir. Donc en s'inspirant des couples qui ont une sexualité épanouie, on peut parfois en tirer des enseignements pour les autres couples. Évidemment, il n'y a pas une recette miracle, chacun a sa sensibilité en matière érotique. Sinon, vous ne travailleriez pas. On n'aurait plus de Parce travail. qu'en général, les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui ont besoin d'un petit coup de boost. C'est vrai. Et vous avez raison, parce que les sexologues, effectivement, ont maintenant pris ce pli de se tourner vers ceux qui vont bien, et non pas seulement ceux qui vont mal, parce qu'après on a un biais, on a ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, inévitablement, si vous avez par exemple des troubles de l'érection, votre sexualité est perturbée, votre partenaire n'est pas satisfait, vous non plus, ou satisfaite, et en réalité pas du tout. On voit très bien qu'on a des couples dans lesquels il n'y a plus du tout d'érection par exemple, et qui ont une sexualité épanouie. C'est vrai que l'on ait des problèmes médicaux, ou que l'on ait simplement un âge qui fait que l'érection est moins prévisible, moins robuste, moins durable, ce qui arrive évidemment à tous les hommes. Donc passer à une sexualité plus mature, plus libérée, simplement rechercher du plaisir avec son ou sa partenaire, c'est plus important que effectivement d'avoir une bonne érection ou d'avoir une lubrification suffisante.
D'ailleurs, certains couples consultent pour avoir de nouveaux outils pour pouvoir justement continuer à consolider leur couple et pas forcément dans le cadre d'un dysfonctionnement, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est le terme médical, d'un dysfonctionnement sexuel ou d'une dysfonction conjugale. Oui, c'est vrai que typiquement, alors, un mot sur le terme, effectivement, les médecins emploient ou ont longtemps employé le terme de dysfonction sexuelle. Je parle même pas du terme d'impuissance qui montrait à quel point on mettait la puissance de l'homme dans son érection, ou de frigidité pour les femmes, qui était une femme est froide, c'est quand même terrible comme vision de la sexualité. Donc déjà les mots effectivement disaient quelque chose de la façon dont on concevait ce qu'est une sexualité normale. Et c'est vrai que la réalité, c'est que à moins de parler de sexualité normale de façon statistique, de dire statistiquement qu'est-ce que 90% des gens font ou ont comme difficulté, en dehors de ça, il n'y a pas de sexualité normale. Il y a la sexualité que vous faites, qui est légale évidemment, mais que vous faites avec votre partenaire consentant ou consentante, mais il n'y a pas de normes à respecter ou à suivre. Et cette illusion qu'il y aurait une bonne façon, une façon normale de faire l'amour ou d'avoir des rapports sexuels, parce qu'on peut aussi avoir des rapports sexuels sans sentiment, en tout cas si on a cette conception, eh bien ça c'est quand même assez nouveau et effectivement ça libère beaucoup de gens et beaucoup de couples. Avec un début, une fin, plein de codes. Alors j'entends Philippe dans ce que vous dites, les préliminaires. Alors c'est vrai que c'est un mot... Alors non, les préliminaires c'est Nadia. C'est Nadia. Ah oui, ça fait quand même près de 10 ans. C'est un gros mot, préliminaire. On dit dans notre émission que... Damien, docteur, on ne dit plus. Et non, on ne le dit plus, c'est pour ça que je le dis. Vous avez raison, non, et c'est vrai que dans cette émission, on est éclairé. Donc je provoquais un petit peu un auditeur distrait qui passerait par là et dirait tiens, ils n'ont toujours pas parlé des préliminaires. Non, on n'en parlera pas parce qu'effectivement, il n'y a pas de préliminaires en matière de sexualité. Simplement, il faut être disponible pour la sexualité. Ça, c'est vrai, il faut que les deux soient disponibles et que celui qui a demandé en premier, évidemment, il est disponible puisqu'il a envie, mais que l'autre ait le temps d'avoir ce sas de disponibilité. Ça, c'est très important pour pouvoir commencer, en tout cas amorcer l'acte sexuel, sans forcément, effectivement, avoir le menu entrée, plat, dessert. On peut s'arrêter à tout moment. Si l'esprit, le corps, l'âme, tout ce qu'on veut n'est pas présent dans l'acte sexuel, il vaut mieux se retirer et dire bon non, elle n'arrête, j'y suis pas aujourd'hui, ça ne marche pas. Ou alors, on peut faire quelque chose, ou je peux faire quelque chose pour toi, mais moi, j'ai pas envie, pour moi, voilà, pourquoi pas aussi. On peut s'adapter. Il faut pas croire, effectivement, qu'à partir du moment où on a commencé, il faut finir. C'est faux. C'est comme les livres. Non. Exactement. Par contre, il faut faire la pub. Oui. Je voulais juste dire que nos auditoristes étaient sensibles au fait qu'il n'y a pas de préliminaire et c'est pour maintenant devenu quelque chose de normalement acquis. Tout le monde a compris. Bien. Alors on parle de notre énergie érotique ce matin avec notre invité, le docteur Damien Mascret, qui est un de vos visages familiers à la télévision et qui est sexologue et qui publie Le cycle du désir, cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. À quoi cela sert-il pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui de connaître quel est son cycle du désir ? En fait, spontanément, on ne se rend pas compte qu'on fait, on pourrait presque dire des erreurs, en tout cas qu'on sous-estime certains aspects de notre désir et que parfois on surestime d'autres aspects. Et surtout, on oublie aussi que c'est exactement la même chose pour notre partenaire. Donc c'est important d'avoir finalement une base de discussion, parce que l'idée, et c'est ce qu'on voit dans le livre, c'est de comprendre ce qui marche pour soi-même, ce qui est important pour soi, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, et de comprendre là aussi ce qui est important et essentiel pour le ou la partenaire. Une fois qu'on l'a compris, eh bien, on retrouve beaucoup plus de souplesse. C'est certainement pas un guide pour dire voilà, faites ça, puis après ça, puis après ça. Non, au contraire, c'est voilà l'étendue des possibilités, si tant est que ça soit possible de balayer l'étendue des possibilités en matière de sexualité. Mais en tout cas, voilà moi les champs dans lesquels je suis à l'aise et j'aimerais connaître les champs dans lesquels toi tu es à l'aise. Vous dites que en fait, en chaque personne, il y a un potentiel érotique et qu'il faut aller chercher et travailler, et que ce potentiel érotique dans un couple, vous donnez l'exemple d'un couple installé depuis un certain nombre d'années, est là aussi pour mettre de l'imprévisibilité dans la relation.
Oui, c'est vrai que, alors sur la question effectivement du potentiel érotique, je pense que c'est très important de comprendre qu'on l'a tous, effectivement, mais qu'on n'a pas tous eu le temps de le laisser s'exprimer. Et donc, c'est l'intérêt effectivement dans le livre, il y a beaucoup de tests, certains m'ont dit il y a trop de tests dans ton livre, mais en tout cas, les tests avec plein de questions. Des sexotests. Des sexotests très concrets, effectivement, très précises, mais effectivement, c'est très important de s'interroger aussi précisément, au moins le faire soi-même, même si on n'a pas envie, parce qu'on passe par une première phase où c'est pas forcément facile d'en parler, y compris et parfois même surtout avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. En tout cas, le faire déjà pour soi-même, c'est un premier pas vers mieux connaître finalement ce qui nous excite ou pourrait nous exciter. Je reviendrai sûrement après sur l'excitation quand on parlera du plaisir et de l'orgasme et de la satisfaction en général. Mais donc il y a cette personnalité, moi j'appelle ça la personnalité érotique, qu'il faut connaître. Et je prends volontairement le terme de personnalité érotique pour dire ça n'a rien à voir avec votre personnalité sociale, avec la façon dont vous vous comportez en famille, avec l'éducateur ou le père ou la mère que vous êtes avec vos enfants si vous en avez. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La sexualité, c'est un domaine à part. C'est un domaine évidemment privé et intime. On le partage avec le sexologue ou avec des amis si on a envie, mais en tout cas, c'est un domaine très intime, mais qui ne dit rien de la valeur d'un individu. Voilà. Ce qui compte, en tout cas, ça peut le dire s'il ne respecte pas le consentement, évidemment, mais en dehors de ça, ça ne dit rien de la valeur d'un individu. On ne choisit pas ce qui nous excite. On ne l'a pas choisi. C'est un petit peu comme ce qu'on aime manger ou pas. On n'est pas non plus obligé de tout essayer pour savoir si on aime manger ou pas des épinards. Je reprends cet exemple traditionnel, mais on n'est pas obligé non plus de tout essayer. Si on sent vraiment qu'on n'a pas envie, eh ben on n'essaye pas. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas un bon scénario ou un bon menu obligatoire. La particularité, c'est que c'est vrai que comme on fait de la sexualité avec quelqu'un, enfin on peut le faire en solo, mais quand on le fait avec quelqu'un, il faut évidemment forcément partager un petit peu le repas. On est bien obligé de se mettre d'accord sur certaines choses, mais encore une fois, il faut que ça soit partagé. Donc il y a cette idée de partage et de compatibilité, on pourrait dire, sexuelle. Et votre deuxième question, Nadia, je l'ai oubliée parce que je suis parti dans... L'imprévisibilité. Ah, l'imprévisibilité, effectivement, c'est très important aussi parce qu'on a beaucoup de couples qui finalement au début découvrent alors ce désir qui paraît spontané, découvre finalement l'excitation de ne pas savoir ce que l'autre a envie, veut ou ne veut pas, etc. Donc il y a beaucoup de suspense pour notre cerveau qui est en éveil. Et quand il est en éveil, eh ben, il s'excite très facilement. À l'inverse, quand on est avec quelqu'un qu'on connaît bien, surtout si on est tombé un petit peu dans la routine, comme si on croyait avoir trouvé le bon scénario qui marche à chaque fois, eh bien, on est, moi, ce que j'appelle parfois sur l'autoroute de l'orgasme. C'est-à-dire que vous savez à quel moment ça commence, vous savez à quel moment vous allez avoir la sortie orgasme, et entre deux... On peut s'endormir sur le chemin. Eh ben voilà, vous pouvez vous endormir en laissant l'un des deux faire tout le travail, j'allais dire, c'est pas très gentil. Mais en tout cas, voilà, on perd cette excitation de prendre un petit chemin de campagne où ça peut être catastrophique, où ça peut être raté, où on va rigoler, on va peut-être même pas être d'accord, mais en tout cas, il y a cette imprévisibilité qui vient remplacer quelque chose qu'il ne peut plus y avoir pour notre cerveau, c'est la nouveauté. On est avec quelqu'un qu'on connaît bien, donc il n'y aura pas la nouveauté. Donc quand on dit parfois, et je me souviens avoir répondu ça à une collègue justement journaliste sur les sextoys par exemple, quand on dit mettez des sextoys dans votre couple, ça ne veut pas dire il faut absolument le faire. Ça veut dire simplement c'est un élément nouveau qui montre que je suis ouvert et je suis prêt à essayer des choses. Si, en tout cas, j'ai envie de les essayer. Mais ça ne veut absolument pas dire ma sexualité ne me convient pas. Ça veut simplement dire, après tout, ce sont des jeux pour adultes, et bien jouons ensemble. Oui, mais sur le cerveau, moi je voudrais savoir, est-ce que le cerveau est feignant et qu'il aime faire ce qu'il fait toujours, ou est-ce que le cerveau aime la nouveauté ? Eh bien, Nadia va vous répondre. Ah, tiens, Nadia. Le cerveau se met en mode automatique, en fait, parce que c'est un confort, c'est rassurant. Et donc, il aime faire ce qu'il connaît, le cerveau. Voilà, c'est pas une question de fainéantise, en fait. C'est une question de zone de confort et de réassurance, en fait, de sécurité. Après, effectivement, dans cette imprévisibilité, qu'il est recommandé de mettre en place pour pouvoir, justement, réactiver le cycle du désir, le cerveau répond très bien si on le stimule dans ce sens. C'est-à-dire le cerveau, en tout cas reptilien, que vous décrivez bien dans... Le plus primaire, voilà. C'est vrai que moi je dis souvent aux couples, et quand on les interroge, on s'en rend compte, quelle est la différence entre le scénario de votre dernier rapport sexuel et le scénario de l'avant-dernier rapport sexuel ? Eh bien, très souvent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Et quand je dis pas de différence, ça peut même aller jusqu'au fait qu'après telle position, si on a changé de position, on a pris telle autre. Une fois qu'on a commencé à faire ça, on sait ce qui va se passer après. Une fois, et les femmes le disent, une fois qu'il a mis les mains comme ça, je sais ce qu'il va faire. Voilà. L'enchaînement est tellement prévisible que oui, on peut s'endormir et se réveiller au moment de l'orgasme. Donc, c'est un petit peu triste de penser
qu'on a perdu cette fantaisie, cette imprévisibilité qui fait que le cerveau est obligé de rester en éveil, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que l'autre va me proposer ? Il ne s'agit pas d'imposer, évidemment, mais qu'est-ce que l'autre va faire ? Voilà, ce petit suspense, finalement, qui fait que notre cerveau, et cette fois-ci, pour le coup, vraiment notre cerveau le plus primaire, c'est pour ça qu'il y a un jeu entre le cerveau supérieur, l'érotisme, l'imagination, la créativité, et le cerveau le plus primaire qui, lui, n'a qu'un souci, c'est nous protéger. Et c'est pour ça, Nadia a insisté là-dessus, notre cerveau aime la zone de confort, ça le rassure. Moins il en fait, c'est pas par paresse, moins il est en danger. Donc on évite le danger. Et comment on évite le danger ? Eh bien, en restant uniquement dans la force de l'habitude. Dans ce qu'on sait faire. Voilà. Ou ce qu'on aime faire plutôt d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un paradoxe qu'on découvre quand les couples font les sexotests. C'est toujours amusant parce que parfois ils découvrent qu'ils ont une activité très régulière qui en fait n'excite pas tellement ni l'un ni l'autre. Voilà. Exactement. Ouais. Parce qu'à un moment ça a excité beaucoup l'un et l'autre et donc ça a été instauré. Et comme si on avait trouvé le bon bouton sur lequel appuyer, ça c'est souvenir de La Revanche du clitoris, le livre qu'on avait écrit évidemment, comme si on avait trouvé ça, il fallait faire comme ça. Non, surtout pas, parce que là votre cerveau est endormi. Au contraire. Et puis les goûts peuvent changer. Il suffit de voir en matière d'alimentation ou de boisson, nos goûts changent au fil du temps et c'est tant mieux. Et on peut aussi essayer des choses, goûter en tout cas quelque chose pour voir. Parce que entre imaginer et goûter, on a une expérience sensorielle qui change tout. Ça peut plaire ou ça peut déplaire. Donc 2 maîtres mots, créativité et communication. Oui, parce que la communication, là aussi, est quelque chose de très important. Communiquer, c'est pour ça qu'effectivement qu'il y a beaucoup de tests dans le livre, parce que c'est plus facile avec des supports. Alors je ne vais pas parler de façon... En plus, c'est drôle. Enfin, moi, non, en plus, c'est drôle. Philippe a fait les tests. Non, je les ai fait faire à Faudil. À Faudil-Bellamery, je balance. Et les gens adorent les tests, en plus. Oui, alors, et pour les hommes, c'est plus facile, en plus. C'est concret, finalement. C'est concret, ça libère aussi un peu la parole, parce qu'après tout, on se dit, oui... Sauf si vous découvrez que vous avez un trouble. Alors, c'est intéressant aussi. Parce que le premier test, c'est justement le fameux test à sexe, c'est pour savoir si on a un trouble ou pas. Exactement, mais c'est intéressant de le savoir, parce qu'effectivement, un test qui vous dit, non mais là, vous avez vraiment quelque chose qui mérite votre attention. Parce que pourquoi passer sa vie en passant à côté des plaisirs sensoriels que notre corps nous offre ? Et notre cerveau, évidemment, mais je les sépare de façon un peu artificielle. Pourquoi passer à côté ? Eh bien, parfois, parce qu'on ne s'est pas posé la question. On s'est dit, c'est normal. De même que certaines femmes pensent que la ménopause marque la fin de l'activité sexuelle ou que parce que on a accouché par exemple, il y a une période de réadaptation, de redécouverte de son nouveau corps, de ses nouvelles relations, de la nouvelle façon d'investir justement son énergie. On vient en plus d'avoir un processus créatif. Donc il y a toute une réorganisation à faire et ça n'est pas toujours facile. Il faut accompagner dans ces moments-là. Alors que les femmes de plus de 50 ans ont plus d'orgasmes que les femmes de 30 ans. Oui, ça c'est... Attendez, c'est contre une idée reçue quand même. C'est complètement contre une idée reçue, mais c'est bien dans le mouvement, alors post-68 en France, je ne vais pas parler pour tous les pays, mais on le voit quand même dans beaucoup de pays, donc il ne faut pas tout rattacher à ce qui s'est passé, en France. On a quand même aussi cette idée justement que maintenant, une femme agentive, c'est-à-dire qui a pris les choses en main, qui s'est interrogée sur elle-même, qui sait ce qu'elle veut, qui sait le demander par la communication, qui sait l'obtenir par son habileté, en tout cas, va avoir une sexualité beaucoup plus proche de sa sexualité, de sa personnalité érotique. Et dans des couples, on a parfois effectivement cette abnégation, parfois, qui est de penser que finalement, la sexualité heureuse, c'est de faire plaisir à son ou sa partenaire. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, il faut aussi se faire plaisir à soi. Et d'ailleurs, le partenaire ou la partenaire se nourrit de notre propre plaisir. Donc, même pour les plus altruistes, soyez un peu égoïstes, vous faites plaisir à votre partenaire. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes ce que moi j'appelle un distributeur de sexe ou d'orgasme, c'est-à-dire que oui, ok, vous savez faire plaisir à votre partenaire, vous lui faites plaisir, mais au fond, lui, son cerveau va sentir qu'il n'y a pas une vraie connexion sexuelle entre vous, que l'énergie ne passe pas. Nadia Bouga est avec nous aujourd'hui. Notre invité Nadia, c'est le docteur Damien Mascret, à l'occasion de la publication de son dernier livre qui s'appelle Le cycle du désir, 7 clés pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. Voilà, que vous montrez Nadia, très abordable, très ludique, avec beaucoup d'informations, et on apprend qu'il n'y a pas de besoin sexuel. C'est faux, ça. Oui. Et oui, on a fait là aussi un petit peu un mythe du besoin sexuel. Ça arrangeait bien les hommes d'ailleurs, parce que le mythe s'accompagnait de cette sentence qui est que les hommes ont plus de besoins que les femmes. Et voilà, donc c'était confortable. C'est pas vrai ça ?
Eh ben, c'est pas si vrai que ça en réalité, parce qu'une femme qui a une sexualité qui lui convient, elle a beaucoup de désirs et elle en aura bien plus qu'un homme qui a une sexualité, j'allais dire, un petit peu plan-plan. Donc non, ça n'est pas vrai. On a inculqué aux femmes cette idée, effectivement, qu'elles devaient contrôler leurs pulsions, contrôler leur sexualité, contrôler leurs désirs. Et typiquement, ça commence dans l'enfance. Quand vous voyez un petit garçon qui touche ses organes sexuels, souvent, on lui dit non, pas en public, non, etc., mais avec un petit sourire ou gentiment, voilà, etc. Quand c'est une femme, ou en l'occurrence une petite fille, eh bien souvent c'est beaucoup plus catégorique, beaucoup plus sec, surtout pas. Et cette fameuse formule anglaise qui va jusque dans la sexualité, que j'aime beaucoup, où on disait, en tout cas un lord anglais qui commençait à avoir un rapport sexuel avec sa femme, qui venait d'épouser, et elle s'est mise à bouger un petit peu, et il s'est arrêté, et il lui a dit une lady ne bouge pas. Voilà. Donc il y avait cette idée qu'il y avait pour la femme un rôle très, très figé. Donc non, ça c'est absolument faux aujourd'hui. On sait qu'effectivement on a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a des besoins comme ça là, incontournables, c'est vrai, d'être dans une température confortable pour survivre, ça c'est vrai, mais la sexualité, non, ça n'est pas un besoin, on peut s'en passer, ce qui serait dommage évidemment, c'est pour ça que je suis venu. Et d'ailleurs, on a des personnes asexuelles qui se portent très très bien et qui n'ont absolument pas besoin de sexualité ou de génitalité dans une sexualité. Exactement. Alors avec les asexuels, on a un petit peu deux catégories. Là aussi, c'est un petit peu schématique, mais en tout cas, on a les asexuels qui effectivement n'ont aucun intérêt pour la sexualité, mais vraiment aucun. Et puis on a les asexuels qui n'ont aucun intérêt pour la sexualité relationnelle, c'est-à-dire qu'ils trouvent que ce n'est pas un moyen intéressant, excitant, en tout cas ça ne les attire pas, d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais qui peuvent très bien se masturber, avoir de la sexualité en solo sans problème, mais qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie d'en avoir avec des partenaires. Tout à fait. D'ailleurs, donc, je prends la perche au passage. Saisissez-la. Donc, Nadia, vous parlez, faites attention à ce que vous parlez de la masturbation. Donc, moi, j'aime pas ce terme-là. Nos auditeuristes le savent. Moi, j'aime bien parler d'auto-érotisme parce que masturbation a une charge négative dans son étymologie. Donc, vous parlez d'auto-érotisme. Et dans l'idée reçue générale, pour le coup, on peut dire toute culture confondue, c'est que lorsqu'il y a auto-érotisme, donc masturbation, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans le couple et qu'on n'est pas satisfait de la sexualité en duo. C'est une idée fausse. Oui, c'est une idée fausse. On s'aperçoit d'abord que dans les couples, on peut très bien avoir masturbation et rapport sexuel avec le ou la partenaire, et que même ceux ou celles qui ont le plus d'auto-érotisme ont aussi souvent beaucoup plus de rapports sexuels avec l'autre. Ce qui montre qu'il y a une sorte de recharge de batterie du coup. Eh bien exactement. Et clairement, l'auto-érotisme est une façon de recharger la batterie du désir. On le propose d'ailleurs aux femmes, moi qui travaille beaucoup avec les femmes qui ont des cancers du sein, il y a un moment où il faut effectivement se réapproprier le corps, le fait que le corps peut apporter du plaisir alors qu'il apportait plutôt du déplaisir et qu'il avait été médicalement instrumentalisé. Et donc on redécouvre un petit peu son corps, on redécouvre se faire plaisir, que ce soit d'ailleurs par un massage, par les odeurs, par l'alimentation, peu importe, mais on le redécouvre aussi par l'auto-érotisme. Donc, et ça réamorce et ça renourrit à nouveau la batterie du désir. Donc il faut absolument pas voir ça effectivement comme une activité par défaut. Et là aussi, c'est très culturel. Très souvent, on a dit, et parfois on avait cette réaction, on l'a moins maintenant, qui est j'ai pas besoin de me masturber, je suis avec quelqu'un. En fait, on parle pas de ça, on parle simplement de se faire plaisir si on en a envie, si ça fait partie de ses conceptions. Là aussi, il ne s'agit pas de forcer ou d'obliger. Si on n'a pas envie ou qu'on n'aime pas ça, pourquoi le faire, évidemment. Mais en tout cas, c'est une option de plus, une possibilité de plus, et le plaisir solitaire n'est pas si solitaire que ça. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut la participation du cerveau, des pensées, des émotions, de l'imaginaire. Et d'ailleurs, très souvent, c'est exceptionnel que ça ne soit pas le cas, on pense à quelqu'un quand on a de l'auto-érotisme. Et évidemment, on pense par exemple, très souvent chez les femmes, au dernier rapport, ou à un rapport particulièrement plaisant avec son partenaire. Donc on voit bien que finalement, l'autre est présent, même dans la sexualité, même dans l'auto-érotisme. Donc c'est une façon, finalement, de non pas de se réconcilier avec son corps si on est fâché avec lui, mais plutôt d'accorder à son corps des plaisirs pour lesquels il est fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin d'auto-érotisme ?
Là aussi, ça n'est pas vital, c'est-à-dire que ce n'est pas un besoin vital. Maintenant, si vous me dites de façon philosophique presque, est-ce qu'on a besoin de toucher la peau de quelqu'un, d'être pris dans ses bras, d'avoir ce contact physique, je suis pas loin d'en être persuadé, et c'est vraiment... des études l'ont démontré d'ailleurs, sur des enfants qui n'avaient absolument pas de contact. N'avaient pas un développement tout à fait. Et c'est d'ailleurs très triste maintenant de s'apercevoir que pour certains seniors qui ont encore en tête que la sexualité c'est réservé aux jeunes, à ceux qui sont en bonne santé, à ceux qui sont beaux, à ceux qui n'ont pas de complexe, et Dieu sait si inévitablement on en a même quand on est jeune, donc on en a aussi quand on a vieilli. Eh bien si on est persuadé que le sexe est réservé à ces personnes-là, évidemment on peut s'en priver, s'en passer, ne plus avoir de contact, ne plus toucher l'autre, même de contact peau à peau, et on se retrouve dans cette tristesse où il n'y a même plus de caresses, même plus de se prendre dans ses bras chez certains seniors, alors que là je suis pas loin de dire c'est vital de façon effectivement philosophique. Alors une chose, moi, et là pour le coup c'est la sexologue qui parle, qui m'a vraiment qui a attiré mon attention dans votre livre, c'est que vous reprenez, donc il y a une dizaine d'années, où on réfléchit autrement sur le cycle sexuel, et vous reprenez l'idée que il faille avoir un désir pour avoir une excitation. Non, vous dites il faut une excitation pour pouvoir alimenter le désir. C'est vrai qu'on lisait un petit peu comme ça, on se disait on désire, on a envie d'un rapport sexuel, on a un rapport sexuel, l'excitation monte, et si elle atteint un certain seuil qu'on appelle le seuil orgasmique, eh bien l'orgasme se déclenche. Et si on ne l'atteint pas, il ne se déclenche pas, ce qui n'empêche pas qu'on peut être dans une zone de satisfaction, évidemment. Et en réalité, de façon clinique, cette fois-ci avec les patientes et avec les patients, mais surtout avec les patientes, parce que les hommes, disons-le, même si j'aime pas parler de façon genrée, trouvent assez facilement le chemin pour s'occuper de leur plaisir, mais les femmes parfois ne le font pas, ou se l'interdisent, ou en tout cas ne se l'autorisent pas. Donc il peut y avoir des chemins un petit peu différents vers l'orgasme et la satisfaction orgasmique. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types de satisfaction. Votre question, du coup je l'ai oublié en partant sur l'orgasme, excusez-moi. L'excitation qui précéderait le désir. Et je suis persuadé, pour ma part, qu'une très bonne adaptation à des rapports sexuels qui ne sont jamais satisfaisants, c'est de ne plus avoir de désir sexuel. Parce que pourquoi avoir envie d'un plat que vous n'aimez pas ? Non, vous n'avez pas envie, le plat vous plaît pas, ou la façon dont il est préparé ne vous convient pas. Et si on vous dit à chaque fois, non mais on le refait, et que c'est la même chose, votre cerveau n'est pas idiot. Alors votre cerveau c'est vous, mais votre cerveau n'est pas idiot, il se dit mais pourquoi je ferais ça ? Pourquoi pas plutôt une bonne série, une bonne musique, un bon moment à promener le chien, ou à je ne sais pas faire quoi. Mais en tout cas, il vous dit certainement pas, il ne penche pas en faveur d'un acte sexuel. Alors attention, pas de pression de performance, il ne s'agit pas de dire que chaque rapport doit être réussi à 100%, il peut être raté, c'est même d'ailleurs un bon signe. S'il est raté, ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort et que vous essayez des choses. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si systématiquement le rapport sexuel n'est pas satisfaisant, eh bien se désamorce ce cycle, s'il n'y a plus d'excitation dans l'acte sexuel, si ça devient simplement un bon moment relationnel, par exemple, d'émotions partagées, un bon moment où on fait plaisir à l'autre, mais que vous n'avez pas d'excitation, eh bien, ça va désamorcer le cycle du désir. Et j'irai même plus loin, au cours de l'acte sexuel, si à un moment, la vraie question à se poser, c'est si ce que je suis en train de faire ne me plaît pas, me refroidit, me fait partir mes pensées ailleurs, ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Donc il faut soit le demander, soit le proposer, mais en tout cas il faut faire autre chose, il ne faut pas rester dans ce... Et ça remet au centre aussi la question du consentement. Exactement, parce que le consentement, là aussi, n'est pas donné au départ de l'acte sexuel, n'est pas non plus donné au moment, par exemple, où on se marie, pour les couples qui ne considèrent que le sexe dans le mariage. Le consentement, c'est quelque chose, on dit continu. Pourquoi on dit continu ? Parce que ça veut dire justement qu'on va s'autoriser d'essayer des choses, de proposer des choses à l'autre, et puis l'autre, à ce moment-là, parce que les goûts peuvent changer, à certains moments on peut avoir envie de certaines pratiques et pas d'autres, à ce moment-là va vous dire oui ou non. S'il n'est pas en capacité, ou l'autre n'est pas en capacité de refuser ou de vous dire non parce que vous lui faites peur, parce qu'il ou elle a peur que vous mettiez en colère, parce qu'il ou elle considère qu'il faut le faire parce que ça se fait dans les couples, bref, s'il n'a pas la possibilité de dire non, finalement son acceptation ne sera pas une vraie acceptation. Alors qu'au contraire, les couples dans lesquels l'un n'hésite pas à dire non, là j'ai pas envie, non, faisons plutôt ça, ah non, arrêtons cette position là, ça me fait un peu mal au genou, enfin bon, peu importe. Quoi qu'on dise, on ne casse pas la magie de l'acte sexuel. Au contraire. Ça casse pas un peu l'ambiance, le consentement ? Non. On peut même rigoler pendant l'acte sexuel. Ça casse pas l'ambiance. Non, je suis d'accord, mais... Si ça fait mal, il faut dire « Ah non, mais là, ça me fait mal. Là, tu me lèves trop les cuisses, ça me fait trop mal. » Vous inquiétez pas, ça va redémarrer très vite.
Vous vouliez mon avis, je vais vous donner mon avis concernant le consentement. On a érotisé pendant des siècles la violence, l'agressivité au sein du couple. Évidemment, on est dans une déconstruction de tout ça, et tant mieux. Eh bien, érotisons le consentement. En fait, tout est question de comment on retravaille les choses. Et si on érotise, et on peut l'érotiser, le consentement, je peux vous assurer que c'est vraiment un très bel élément pour pouvoir créer une cohésion dans le couple. Oui, parce que c'est plus facile pour les nouvelles générations que pour ceux qui ont 50 ans aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, qui ont toujours grandi avec ça. Mais il n'y a pas d'âge pour vous seriez surpris. Moi, j'ai dans mon cabinet des femmes de 60, 70 ans qui ont envie de croquer à pleines dents et qui n'hésitent pas à vouloir essayer des choses, tenter, expérimenter, qui retrouvent le plaisir, pour certaines qui l'avaient perdu, d'acheter des sous-vêtements sexy alors qu'elles savent bien que leur corps n'est pas celui d'une jeune fille qu'on voit dans la publicité, parce que de toute façon, c'est une jeune fille qui a 13-14 ans, évidemment, qui n'a pas de cellulite, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de cicatrice, qui a pas de... Bref, et pour autant qui sont finalement très coquines, et donc et plus du côté des femmes, c'est presque les hommes qui commencent à se dire mais qui ai-je épousé? Et parfois on dit effectivement les méfaits de la pornographie. En tout cas, un des bienfaits de la pornographie, c'est avec ces catégories, d'avoir montré que les femmes de plus de 50 ans ont une existence sexuelle, ont une vie érotique, peuvent avoir des désirs, des envies et les partager avec leur partenaire. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc c'est vrai que érotiser le consentement, j'aime bien votre formule, je vous la pique, Nadia. Érotiser le consentement, ça peut être très sexy, parce qu'effectivement, s'envoyer des SMS dans la journée pour dire « et si on faisait ça ? Et si on faisait ?» Et d'ailleurs, moi je le propose même dans la sexualité, c'est-à-dire qu'on peut par exemple s'apercevoir, quand on fait un sexotest, où on découvre qu'une pratique excite beaucoup l'autre, mais que nous, ça ne nous excite pas, et voire ça nous refroidit, on peut malgré tout l'évoquer en utilisant un organe qui est très pratique, c'est le cerveau et l'audition. C'est-à-dire dire à l'autre, et si, alors je prends un exemple, et si un homme était derrière toi en train de te faire ça, alors que votre partenaire d'ailleurs peut le fantasmer sans avoir envie de le faire, un trio, mais simplement lui glisser dans le creux de l'oreille à un moment où on lui touche les fesses cette idée, eh bien on active des tas de choses dans le cerveau. Donc on se sert finalement de cette révélation érotique des goûts de son ou sa partenaire, et on peut les partager simplement par la pensée, c'est déjà très puissant. D'où le cerveau, organe sexuel. Primaire. Il est bon le docteur Mascret. Oui. On a bien fait d'attendre. Tout à fait. On a bien fait d'attendre. On découvre sa facette. Vous avez raté la K-pop. Enfin, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais bon, je suis fan de K-pop, c'est pour ça on a des doses. Le livre s'appelle Le cycle du désir. Cette clé. Alors, on n'a pas parlé des clés, mais c'est vrai que vous avez un trousseau de clés avec justement, et vous verrez dans le livre. Alors c'est un livre avec beaucoup de sexotests, donc des outils qui peuvent vraiment vous permettre de recharger et l'un et l'autre, et l'une et l'un et l'un, vos batteries. Ouais. Bien, cette clé pour retrouver votre instinct érotique. L'éditeur, c'est les éditions du Faubourg. Vous réécouterez l'émission qui se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Doc, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Voilà, vous mettrez, vous regarderez plus le Doc de la même façon quand vous le verrez sur France Télévisions. Exactement. Une autre facette. Voilà. Et on retrouvera Nadia El Bouga la semaine prochaine. Merci Nadia, merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et très belle journée santé sur Beurre FM.